Bonsoir à tous, bienvenue, voici les titres de l'actualité de ce samedi. Nous reviendrons sur le succès du 15 de France face à l'Irlande, le score 33-10, 2 matchs et 2 victoires dans le tournoi destination pour les Bleus. A noter également aujourd'hui la victoire à l'arraché du Pays de Galles sur l'Écosse. À Vancouver, les 21e Jeux Olympiques d'hiver ont commencé. Une cérémonie d'ouverture marquée par l'émotion suscitée par la mort d'un athlète géorgien qui s'est tué quelques heures auparavant sur la piste d'entraînement de l'épreuve de luge. Dans l'actualité en France, nouvelle journée d'action dans les magasins Ikea ce samedi. C'est une première pour la marque qui a toujours revendiqué son modèle social. Les salariés réclament une augmentation de salaire. Nous ferons le point sur la situation. En Afghanistan, c'est la plus vaste opération militaire des forces de l'OTAN depuis 2001. 15 000 soldats sont entrés en action contre un bastion des talibans situé dans le sud du pays. Plusieurs dizaines de Français participent actuellement à cette opération. À la veille du nouvel an chinois, coup de projecteur sur la communauté chinoise de France, qui est tout simplement la première d'Europe. Nous tenterons de comprendre comment elle est organisée, comment elle a réussi à s'intégrer. Ils ont, vous le verrez désormais, choisi la diversité économique. Et puis 25 ans après, le célèbre We Are the World à destination de l'Éthiopie. 70 artistes américains viennent d'enregistrer une nouvelle version du titre. Cette fois, les fonds seront destinés aux victimes du séisme à Haïti. Voilà pour les titres ce soir. Merci d'être avec nous. On commence donc ce journal par la belle victoire de l'équipe de France de rugby. On lui promettait l'enfer face aux Irlandais. Eh bien finalement le 15 tricolore s'est imposé assez facilement. Score final 33-10. Des Irlandais décevants et des Bleus qui s'imposent pour la deuxième fois en 2 matchs dans ce tournoi 2010. Résumé du match avec Christophe Duchiron. Pour ce qui est du thermomètre, le match a été globalement négatif, de même que le niveau des Irlandais qui ont joué la première période en dessous de 0. Du coup, les Français ont réchauffé leurs petits bras musclés en inscrivant 2 essais. Le premier, la demi-heure de jeu, grâce au talonneur William Servat, surnommé Monsieur Indestructible. Il a la particularité de ne jamais reculer devant l'obstacle, comme dans les dessins animés. Et s'est transformé 10-0. Les Français au pied du poteau vont mettre les Irlandais au pied du mur. 5 minutes plus tard, en effet, alors que les Bleus font du camping devant la ligne de but irlandaise, le ballon arrive dans les bras de Josion, qui va aplatir. Au repos, le 15 de France mène 17-3 face à une fantomatique équipe d'Irlande qui arrivait pourtant à Paris avec des pectoraux de concours et 12 victoires de suite au compteur. Une question alors nous traverse l'esprit. En deuxième période, les Irlandais vont-ils enlever les moufles? Que nenni. Ce sont les Bleus au contraire qui continuent allègrement leur tranquille train-train. En bout de ligne, servi de manière acrobatique par Bastaro, Poitrenaud marque le 3e essai tricolore. La France mène 24-3. Il reste aux hommes en vert bien peu d'espoir, mais un soupçon d'honneur. L'Irlande va marquer un essai pour sauver ce qui peut l'être. Un essai de Wallace qui réduit le score 27-10. Trop peu pour l'emporter face à des Français qui ont satisfait leur entraîneur. Certainement en premier lieu la solidarité du groupe, parce qu'il y a eu des moments faibles, hein, notamment l'entame du match. Ça a été difficile, vraiment. On a senti les Irlandais extrêmement déterminés. On a multiplié les séquences. Je crois qu'on a eu le mérite de battre une excellente équipe irlandaise. Hein. 2 drops ont conclu la sarabande tricolore. Victoire finale 33-10. Et même si la route est encore longue, voilà les Bleus lancés sur la route du Grand Chelem. Direction Vancouver maintenant. Il s'appelait Nodar Kumaritashvili. Il était géorgien. Et alors que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques n'avait même pas encore eu lieu, il a trouvé la mort lors de son entraînement pour la compétition de luge. Un choc pour les organisateurs. C'est la première fois que lors de Jeux d'hiver, un athlète perd la vie. Ce soir, une question reste sans réponse. La sécurité était-elle vraiment optimale? Le débat est ouvert. Grégory Naboulet. La mort à 21 ans. Nodar Kumaritashvili participait à ses premiers Jeux Olympiques. L'accident s'est produit pendant un entraînement sur la piste de luge de Whistler, la plus rapide du monde, la plus dangereuse aussi. Alors qu'il entre dans le 16e et dernier virage à plus de 140 km/h, le Géorgien est éjecté. Le jeune lugeur vient de frapper un pylône qui soutient le toit au-dessus du parcours. Immédiatement, les médecins tentent de le réanimer. Il décède quelques minutes plus tard, à son arrivée à l'hôpital. La piste de luge canadienne est présentée comme un modèle d'innovation technologique. 1450 mètres de longueur et une inclinaison qui atteint 20% en 2 endroits. Après l'accident, la piste est au centre de la polémique.
On a aujourd'hui une configuration de virage qui n'est pas du tout adaptée par rapport à la vitesse qui est générée. Et évidemment, les protections qui, elles, ne sont faites que pour une chute à l'intérieur de la piste, ne sont évidemment pas du tout faites pour un choc à l'extérieur de la piste sur un pylône. Donc il y a forcément un élément qui est à remettre en cause, qui est à corriger. Depuis le début des entraînements officiels, on dénombre une douzaine de chutes ou d'accidents sur une piste où la vitesse peut atteindre 150 km/h. Oui, elle est rapide, oui, elle est technique. Est-ce que c'est la cause de l'accident? Je ne peux pas vous répondre. Oui, il y a une erreur. Voilà, une erreur de trajectoire. Voilà, mais toutes les erreurs de trajectoire ne conduisent pas à un tel accident. Les organisateurs ont seulement décidé de relever le mur à l'endroit fatal. Les entraînements vont reprendre car l'enquête préliminaire a déterminé que l'accident résultait avant tout d'une erreur de pilotage. Vancouver est sous le choc, même le président du CIO est en pleurs. C'est la première fois qu'un athlète trouve la mort lors des Jeux d'hiver. L'autre actualité ce soir, c'était la descente masculine de ski alpin qui devait avoir lieu, mais qui a dû être annulée pour des raisons météorologiques, trop de pluie et trop de brouillard. On va tout de suite retrouver notre consultant à Vancouver. Bonsoir Luc Alphand, merci d'être avec nous. La piste était donc trop dégradée, pas possible de prendre le départ de la course aujourd'hui. Est-ce que finalement c'était aussi trop risqué de maintenir la course pour les skieurs ou pas ? Bien sûr que les conditions de piste ne sont pas excellentes. Il y a des températures printanières ici. Il a plu beaucoup la nuit dernière. Donc une piste qui va se dégrader très rapidement au passage des coureurs. Donc c'est vrai que pour la sécurité, c'était loin d'être optimum. En plus, c'est des Jeux Olympiques. Autant faire une belle course si on a un tout petit peu de temps. C'est vrai que c'est un report qui est difficile peut-être à gérer pour les coureurs. En tout cas, pour l'instant, ça se passera bien. La météo s'annonce plus clémente. Bien sûr, la descente sera lundi. Demain, il y aura encore un entraînement pour les filles. Mais je pense que voilà, on verra de beaux jeux. Une belle course ici. Et la famille olympique a vraiment langui de lancer cette quinzaine. Merci Luc Alphand pour vos pensées positives. Retour maintenant sur la cérémonie d'ouverture, une cérémonie marquée par l'hommage rendu donc à l'athlète géorgien disparu et dans laquelle les Canadiens ont voulu nous raconter leur histoire. Image signée Virginie Travers et Grégory Naboulé. Mesdames et messieurs, veuillez s'il vous plaît rester debout pour observer une minute de silence en mémoire de l'athlète olympique géorgien. À tout jamais, ces 21e Jeux d'hiver seront marqués par ce silence. Lorsque l'émotion prend le pas sur la fête, le temps d'une minute, le temps d'un hommage aux lugeurs décédés avant la cérémonie. Le silence laisse place au spectacle qui se déroulait pour la première fois dans un stade couvert, offrant au monde entier une jolie carte postale des grands espaces canadiens. La soirée colorée était dédiée au peuple amérindien et à la culture canadienne. France! Derrière leur porte-drapeau, le biathlète Vincent Defrane, les Français tout sourire ont eux aussi pris part au défilé. Et lorsqu'arrive le tour du Canada! L'ambiance dans le stade est à son comble. Tous ces petits bonnets rouges s'en vont rejoindre le reste de la troupe des athlètes. Ils sont 2700 à Vancouver. Le dernier porteur de la flamme est Wayne Gretzky, ancien hockeyeur canadien et idole de tout un pays. C'est lui qui embrase le cœur du stade. Les Jeux se sont ouverts dans l'émotion. C'est le début de 15 jours de compétition pour la conquête de 86 médailles d'or. Vancouver est bien au centre du monde olympique. Voilà pour les JO. Dans l'actualité en France, elles sont 3 filles, 3 adolescentes mineures qui encourent désormais la réclusion criminelle à perpétuité car depuis hier à Grenoble, elles ont été mises en examen pour actes de torture, actes de barbarie, séquestration et extorsion de fonds. Des actes d'une rare violence pour des jeunes filles seulement âgées de 14, 15 et 17 ans. Alors que s'est-il passé? Comment en est-on arrivé là? Les explications de Sophie Rodier. Les scènes de torture se sont déroulées ici dans cette petite commune près de Grenoble. Mardi soir, 3 adolescentes décident de s'attaquer à leurs propres voisins. Âgées de 17, 15 et 14 ans, elles agressent, séquestrent puis torturent un homme âgé d'une cinquantaine d'années pour lui extorquer sa carte bancaire et le code. Son calvaire va durer toute la nuit, une nuit d'humiliation et de coups. Ce sont des coups de marteau. Sur la tête, c'est un coup de couteau dans l'aine, ce sont des brûlures à la cigarette, des brûlures avec de l'eau chaude et du café, c'est des coups tout simplement au visage
Et enfin voilà, je veux dire, on a du mal à imaginer une telle violence sur quelqu'un qui est ligoté. Si on ne lit pas ce qui s'est passé, on ne peut pas le croire. La victime, gravement blessée, réussit à s'échapper. Les 3 adolescentes sont rapidement arrêtées. Devant les enquêteurs, elles reconnaissent les faits sans véritablement les expliquer. Elles n'ont pas conscience de la gravité des actes qu'elles ont commis. Simplement pour elles, c'était un objet c'était devenu un objet sur lequel elles avaient jeté leur dévolu. Et le groupe aidant, il y a une dilution de la responsabilité. Et les actes, on passe à l'acte plus facilement. Les 3 jeunes filles ont été mises en examen pour séquestration et torture, puis placées en détention dans des établissements pour mineurs, dont celui de Meyzieux. Si la justice les reconnaît coupables d'actes de barbarie, elles encourent, malgré leur jeune âge, la prison à perpétuité. Je vous le disais en titre, le mouvement social se poursuit au sein des magasins Ikea, et cela un peu partout en France. Les salariés réclamaient aujourd'hui encore une augmentation de salaire, et cela après les bénéfices affichés par leur entreprise. Les négociations sont toujours en cours, et on fait le point avec Caroline Thébault et Héloïse Mallet. Impossible d'aller acheter une bibliothèque ou des bougies aujourd'hui à l'Ikea de Franconville. Compte tenu de la grève ici, la direction a fermé le magasin. Tout un symbole pour le groupe suédois qui connaît sa première crise en France. Je suis arrivé dans cette entreprise avec ce qu'on dit à tous les collaborateurs, ce qu'on entend de l'extérieur, que c'est une entreprise qui est sociale, c'est une grande famille. Au bout de 3 ans, non, on n'y croit plus du tout. Vous êtes en grève jusqu'à quand? Juste pour notre salaire, parce qu'on nous donne le 4%. Bon, vous avez raison, on est avec vous. Des clients souvent bienveillants, certains sont venus spécialement les soutenir. C'est du chocolat pour soutenir, pour avoir bon courage. Je vous remercie beaucoup, madame. Partout ailleurs, pas de fermeture, mais des manifestations de salariés en grève, comme ici à Lille. La direction d'IKEA a sauvé les meubles, car le samedi représente au moins un quart du chiffre d'affaires de la semaine. À Bordeaux comme ailleurs, les grévistes demandent une augmentation de salaire. Nous, notre revendication, c'est 4%. Donc la direction ne veut absolument pas entendre ce chiffre-là. Bon, d'accord, mais pour nous proposer du 1% en individuel et en collectif, non, c'est inacceptable. Pour la direction, il y a déjà eu des augmentations, notamment sur la prime d'ancienneté. Sur la partie purement rémunération, je crois que l'effort de l'entreprise et de la direction générale est un effort significatif, sensible, et que l'ensemble des collaborateurs saura l'apprécier. La grève prend fin ce soir. La prochaine rencontre entre direction et syndicats est prévue lundi matin. Il y avait beaucoup de monde sur les routes aujourd'hui et surtout dans la région Rhône-Alpes. Il s'agissait du premier chassé-croisé des vacanciers des zones A et B. La journée était classée noire. On a d'ailleurs enregistré plus de 200 km de bouchons en direction des stations de sport d'hiver à la mi-journée. Prudence sur les routes ce soir encore, les chutes de neige sont moins nombreuses, mais il fait toujours froid, même très froid. Cette nuit, les températures seront une nouvelle fois négatives un peu partout en France. -2 à Paris, -8 à Montélimar ou encore -5 à Strasbourg et Aurillac. En bref, à la Guadeloupe, l'aéroport de Pointe-à-Pitre restera fermé jusqu'à demain dimanche, et cela en raison de la pluie de cendres volcaniques émise par la soufrière de Montserrat, qui est entrée, je vous le rappelle, en éruption il y a quelques jours. À l'étranger, c'est une vaste opération qui se déroule en ce moment en Afghanistan. Opération menée contre un fief des talibans par 15 000 hommes des forces de l'OTAN. Tout cela se déroule dans le sud du pays. Et selon l'état-major des armées, plusieurs dizaines d'instructeurs français participent à cette action. Premières images commentées par Stéphanie Pérez et Jean-Marie Lequertier. L'assaut a débuté la nuit dernière. En tête, des Marines américains et des soldats afghans déposés par des rotations continues d'hélicoptères. En tout, 15 000 soldats des forces de l'OTAN. L'opération Mushtarak, ensemble, vise la province du Helmand, l'un des bastions talibans du sud du pays et plaque tournante du trafic d'opium. Premier bilan officiel de l'avancée sur le terrain, positif. Nous avons pris le contrôle de ce secteur sans rencontrer beaucoup de résistance. On s'attendait à plus d'opposition que ça. On a trouvé des mines et des bombes artisanales. Objectif, déloger les insurgés islamistes et restaurer l'autorité du gouvernement afghan. Un soldat britannique a été tué. 70 soldats français sont également engagés sur le terrain. Il s'agit d'instructeurs chargés d'aider l'armée afghane. Quand un combat surgit, ils se défendent. Mais ce n'est pas l'essence de leur mission. Leur mission, c'est de transférer du savoir-faire aux Afghans pour que les Afghans, à court terme, à moyen terme, puissent se débrouiller par eux-mêmes.
Cette offensive, dont on voit ici les préparatifs, est la plus importante depuis que Barack Obama a annoncé l'envoi de renforts en Afghanistan il y a 2 mois. En bref, sachez que le contexte politique est tendu depuis quelques heures en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a dissous le gouvernement et la commission électorale. Les partisans de l'opposition de Henri Konan Bédié ont appelé la jeunesse du pays à descendre dans la rue, évoquant, je cite, un coup d'État de la part du président en place. Cette fusillade maintenant aux États-Unis, fusillade dans l'université d'Alabama qui a fait 3 morts et 3 blessés graves. Cette fois, il ne s'agit en aucun cas d'un adolescent, mais d'une enseignante qui a ouvert le feu. Selon les premiers éléments de l'enquête, celle-ci venait d'apprendre que sa titularisation lui avait été refusée. Sachez que selon la loi de l'État, elle encourt la peine de mort qui est toujours appliquée en Alabama. On revient en France. 3 semaines après la découverte sur une plage corse de 123 Kurdes, le ministre de l'Immigration a annoncé hier dans un entretien au Figaro la prochaine création d'une zone d'attente spéciale pour faire face à une hypothétique arrivée massive de réfugiés. Et en Italie, c'est la question du permis de séjour qui fait la une de l'actualité. Le gouvernement a récemment décidé de mettre en place un système de permis à points pour les étrangers non ressortissants de l'Union qui résident dans le pays. Alors à quoi correspond ce futur permis? Les explications à Rome de notre équipe, Philippe Esserias et Gianclaudio Calderara. Ils sont ukrainiens, philippins ou afghans. 3 fois par semaine, ils viennent ici pour apprendre l'italien. À Rome, la communauté catholique de Sant'Egidio est l'une des seules structures qui dispense des cours gratuitement. Jusqu'à présent, pour ces immigrés, ces cours étaient un plus pour se faire comprendre. Désormais, ils seront fondamentaux pour accumuler des points. Car pour renouveler leur permis de séjour, ils devront gagner 30 points. La connaissance de la langue parlée leur donnera par exemple 8 points. S'ils l'écrivent, on monte à 12 points. 6 points encore s'ils prennent des cours pour connaître la Constitution et les règles de vie. À l'opposé, ils perdront des points. Par exemple, 5 par enfant non scolarisé, entre 5 et 15 pour une condamnation en justice. Pour ces étrangers, le permis à points inquiète. Nous avons tous un travail. On a déjà du mal à trouver du temps pour venir apprendre la langue. Alors imaginez apprendre la Constitution. Le gouvernement fait ses lois pour expulser les étrangers. De son côté, le gouvernement italien se défend de vouloir compliquer la vie des immigrés avec ce système à points. Il fallait bien qu'on trouve des instruments pour mesurer le respect de ces engagements. L'Italie n'est pas un pays qui se ferme. L'Italie essaie simplement d'obtenir le respect des règles, qui d'ailleurs ne sont pas italiennes, mais européennes. S'ils n'obtiennent pas les 30 points fatidiques, les étrangers auront 1 an supplémentaire pour se rattraper. Après, c'est l'expulsion. Entre 4 et 5 millions d'étrangers vivent aujourd'hui en Italie. Difficile d'imaginer des cours de langue ou de constitution pour tout le monde. D'ailleurs, pour l'instant, aucune structure n'est prévue pour accompagner la mise en place de ce permis de séjour à points. Parlons des Chinois de France maintenant. Ils vont célébrer demain l'année du tigre, un nouvel an pour une communauté qui, depuis plusieurs générations, s'est progressivement intégrée. Ils sont actuellement environ 500 000 en région parisienne. Et vous allez voir que depuis l'arrivée de la première génération, ils ont diversifié leur activité économique et apparemment, ce n'est pas fini. C'est le grand format de ce soir. Il est signé Nicolas Bertrand et David Dameda. Ils n'ont plus aucun complexe. Ces jeunes gens sont issus de la 2e génération d'immigrés chinois. Ils sont nés en France et désormais Paris leur appartient. C'est beaucoup de chance pour eux. Par rapport, ils ont de l'argent, les familles, ils ont aidé beaucoup. C'est pour ça, eux, ils viennent en France pour l'étude, prendre une bonne étude, pour bien travailler. Ces jeunes-là sont diplômés. Leurs parents étaient souvent traiteurs chinois. Eux, désormais, ont d'autres ambitions. Je dirais que mon ami, lui, c'est le professionnel du bar tabac. Mon col, c'est un informaticien. Jade, elle est dans le prêt-à-porter. Vara, lui, travaille il est fonctionnaire. Voilà, on est vraiment partout. Partout. On connaissait le quartier chinois dans le 13e arrondissement, le fameux Chinatown. Mais la communauté occupe maintenant d'autres terrains. Les restaurants japonais, par exemple, très à la mode à Paris, ils sont presque exclusivement tenus par des Chinois. David Dai, 27 ans, est le propriétaire de cet établissement du 8e arrondissement. Aujourd'hui, il a un rendez-vous important. Ça va, tout va bien? Ça va, il n'y a pas la crise, ça va. Bon, très bien, tu connais pas la crise.
Sa famille cherche une nouvelle affaire. Cet agent immobilier est venu lui faire quelques propositions. Donc ça, c'est vraiment barbarasserie traditionnelle. Quand mon oncle a émigré il y a 30 ans, tout s'est bien passé pour lui, quoi. Après, petit à petit, on est venu le rejoindre comme ça. Et vous achetez au fur et à mesure Quand même pas, on achète un commerce ou deux, quoi. Un commerce après l'autre pour la communauté chinoise. Depuis 18 mois, la tendance est très claire pour tout le secteur immobilier. Eh oui, ils ont les moyens parce que d'abord, ils ont beaucoup épargné. Ils ont aussi un mode de vie qui est assez strict et raisonnable. Ils ont une capacité d'adaptation forte. C'est pas forcément facile de passer du traiteur asiatique au débit de tabac. À Paris, un bureau de tabac sur 2 est aujourd'hui racheté par des Chinois. Mais il s'intéresse aussi à ce genre d'immeuble du 16e arrondissement. Il appartenait à la famille Bonaparte. Il est depuis peu propriété d'un groupe hôtelier de Hong Kong. 150 millions d'euros d'investissement pour l'achat et les transformations. Les investisseurs visent désormais le haut de gamme à Paris. 101 chambres, dont 35 suites, 3 restaurants, dont un restaurant gastronomique chinois, un restaurant gastronomique français, puisque leur économie se développe et ils ont de plus en plus de moyens, ils vont de plus en plus voyager et forcément venir vers Paris, venir vers la France, oui, absolument. Et s'y implanter. Et s'y implanter, oui. Et les investissements arrivent, je crois, à grands pas sur Paris. En pleine crise, le dynamisme chinois colore Paris du nord au sud. La communauté a gardé les valeurs ancestrales, mais vit aujourd'hui à la française. Et pour l'année du tigre qui commence, l'horoscope chinois indique toujours de très beaux jours de croissance. Voilà, et à l'occasion du Nouvel An chinois, ne manquez pas le 5e numéro du magazine multimédia de la rédaction Géopolis consacré à la Chine et à l'Inde, à découvrir sur france2.fr. Il est 20h19, à suivre, retour sur un imbroglio artistico-politique. Tout cela s'est déroulé aux Beaux-Arts à Paris. Un slogan faisait débat, le ministre de la Culture vient de trancher. Les petites stations de ski de basse altitude étaient il y a quelques années condamnées à mourir. Peu de neige, peu d'infrastructures, mais elles vivent, vous le verrez en ce moment, eh bien, leur revanche. Et puis, 25 ans après, vous découvrez la nouvelle version de We Are the World. 70 artistes américains ont prêté leur voix. Le résultat est plutôt réussi selon les spécialistes. Rendez-vous, eh bien, tout à l'heure. Mais avant cela, donc revenons sur le travail d'une artiste chinoise qui a soulevé un début de polémique. Elle avait choisi d'afficher sur la façade des Beaux-Arts à Paris quelques mots inspirés du slogan de Nicolas Sarkozy. Eh bien, travailler plus pour gagner plus. Une œuvre retirée puis affichée à nouveau. La raison, je vous le disais, l'intervention de Frédéric Mitterrand qui a donné son accord. Florence Griffon et Héloïse Mallet nous racontent tout cela. Pour elle, c'est une victoire contre la censure, non pas dans son pays, mais en France. Cette artiste chinoise a pu à nouveau exposer son œuvre cet après-midi. Deux bannières avec ces mots, gagner plus et travailler moins. La référence à un slogan de Nicolas Sarkozy est évidente. C'est pour cela que l'école des Beaux-Arts a préféré les décrocher avant de changer d'avis sur ordre du ministre de la Culture. Je suis très contente, là, ça se remet. Mais quand même, je crois que ce n'est pas une décision prise par l'école. C'est d'abord un ordre de M. Mitterrand qu'ils ont dit d'accord, on va remettre des banderoles. La direction de l'école, elle, jugeait que l'œuvre pouvait constituer une atteinte à la neutralité du service public et instrumentaliser l'établissement. Elle avait proposé d'exposer les panneaux à l'intérieur. Inacceptable pour l'artiste qui avait envisagé de porter plainte avec son avocate. Il a fallu énoncer les principes qui sont ceux de la République française, c'est-à-dire respecter la liberté de création et d'expression, c'est quand même un minimum pour une institution d'art comme l'École des Beaux-Arts de Paris. De quoi alimenter la réflexion de l'artiste. Tout son travail repose justement sur le discours politique et la propagande. Je vous le disais, il y a quelques années, on avait promis aux petites stations de ski situées en moyenne montagne un avenir assez sombre. Eh bien, cette prévision était mauvaise car beaucoup d'entre elles sortent les épingles du jeu dans un contexte pourtant économique de crise. Exemple en Haute-Savoie, à Combloux, reportage Benoît Gadret et Philippe Évêque. À peine arrivé et déjà sur les pistes. Il faut dire que le domaine de Combloux cumulait aujourd'hui beaucoup d'atouts. Le soleil, une vue panoramique sur le Mont Blanc, et une neige en quantité. De quoi ravir une clientèle essentiellement familiale. Les enfants sont pris en charge, ils peuvent aller à gauche, à droite, sans qu'il y ait trop de monde. C'est pas encore la trop grosse station, ce qui est bien agréable. C'est pas du tout à ski, c'est
les gens sont sympas, enfin ça bouscule pas, c'est... Voilà quoi. Combloux, village de moyenne montagne, le type même de station qui traverse bien la crise. Cette résidence par exemple, 55 logements, réservés depuis longtemps. Pour les vacances de février, nous sommes remplis à 100%, donc sur les 4 semaines de février. La famille du Hamel arrive tout juste de Lille. Après une journée de route, elle découvre son logement, un appartement de 40 mètres carrés avec vue sur le Mont Blanc, une semaine pour 1100 €. Plus jeune, on s'est plus tourné sur les grosses stations avec un gros potentiel au niveau du ski. Ici, on cherchait plutôt voilà, un coin tranquille où se sentir à notre aise en famille. Pour l'ensemble de la station, le taux de réservation est en hausse de 13%, alors que la saison dernière avait déjà été très bonne. C'est vrai qu'un séjour à la montagne en hiver est toujours cher, mais malgré tout ici, on paye dans des stations comme nous, on va payer le vrai produit, la qualité du produit, pas forcément l'emballage autour. Le succès tient également au bon enneigement de ces 2 dernières années. Une donnée qui réjouit les enfants, mais qui reste aussi très aléatoire. Allez, voyageons un peu ce samedi soir, direction l'Inde pour une promenade à travers la province du Darjeeling et ses plantations de thé. Une traversée qui se fait grâce à un petit train sorti d'un autre temps. Une invitation au voyage signée Arnaud Miguet et Dominique Marotel. Lorsqu'il traverse les villages du Bengale occidental, il ne passe jamais inaperçu. Avec sa locomotive à vapeur, ce petit train en circulation depuis le 19e siècle est tout simplement increvable. On l'appelle ici le Toy Train, le train jouet. Un dénivelé de plus de 2000 mètres sur 86 km de voie. L'occasion d'un voyage hors du temps entouré de la chaîne himalayenne et des fameux champs de thé du Darjeeling. Mais ce n'est pas qu'une attraction touristique, c'est un véritable train de voyageurs. J'ai 77 ans et j'ai toujours voyagé à bord de ce train depuis que je suis enfant. Je ne changerai pour rien au monde. Alors bien sûr, il y a la rançon de la gloire. Sur les 34 locomotives d'époque, il n'en reste qu'une douzaine en état de fonctionner et l'on n'est jamais à l'abri d'une panne. C'est une vieille machine et nous ne sommes plus beaucoup à savoir la faire fonctionner. C'est vrai qu'il y a souvent des pannes, mais je ne peux pas m'empêcher d'aimer ce train, surtout le bruit qu'il fait, ce tchouk-tchouk. Un tchouk-tchouk qui résonne dans ces contrées depuis son premier voyage, c'était en septembre 1881. L'époque de l'Empire britannique, il fallait alors développer cette région et le commerce du thé. Darjeeling est devenue la ville qu'elle est aujourd'hui grâce à ce train. Avant, dans cette région, il n'y avait rien, mis à part quelques huttes de ci, de là. Le train sera en retard, d'une petite heure. Mais qu'importe, il repart toujours. Direction la ville de Darjeeling, le lieu de la foudre. Au loin, il y a le Népal. Et au bout des rails, le terminus, avec ses plaques qui rappellent celles du métro londonien. Les Anglais aimaient ce lieu pour son climat d'altitude et sa vue imprenable sur la chaîne de l'Everest. Aujourd'hui, les touristes qui s'y pressent viennent du monde entier, beaucoup de France, surtout pour le train. Ça permet de voir d'autres paysages et puis aussi de pouvoir prendre des photos. On a plus de temps. Et puis la nostalgie, les trains à vapeur. Après avoir fait le plein d'eau et de charbon, c'est reparti pour le voyage retour. 8 heures de trajet pour rejoindre la vallée à bord de ce petit joyau qu'on appelle aussi l'oiseau bleu de l'Himalaya. C'est super! Il a toujours autant de succès. Le petit train est classé au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1999. Cinéma ce samedi soir avec un film choral, une comédie dans laquelle on retrouve Nathalie Baye, Pierre Arditi, Aïssa Maïga, mais également Josien Kivre, un jeune comédien qui a perdu la vie en décembre dernier lors d'un accident de voiture. Marie-Jo Join. Là, c'est moi. Ma femme, nos filles, ma mère, mon père, le cousin de ma mère, son ami et ma grand-mère. Une famille comme les autres, quoi. Toutes les familles, on a nos petits bonheurs. Bon, c'est vrai que trouver une petite culotte dans la poche de son mari peut provoquer des dommages collatéraux. Et à qui? Ah oui, non, c'est con. Je l'ai trouvé par terre, je l'ai ramassé. Les gens sont vraiment... C'est moi, c'est la catastrophe. Mon père se tape une fille qui était avec moi au lycée. Elle est enceinte. Comment ça enceinte? Mais comment ça enceinte? Un gros bide avec un bébé de lui dedans. Marie-France ne retourne pas chez sa mère, mais chez son fils. Vous êtes chez vous ici. Comment dire?
Ah mais t'es folle de lui dire qu'elle est chez elle, tu la connais pas, tu lui donnes ça. Franchement, c'est pas grand-chose d'héberger ta mère. Cette mère va petit à petit empiéter et prendre de la place et devenir extrêmement envahissante. D'où le titre Ensemble, c'est trop, c'est qu'ils peuvent pas être tous ensemble. Donc voilà. Et puis quand même, elle est très intervenante. Elle devient une super emmerdeuse, quoi. Elle est où la poufiasse? Ah non, poufiasse, je suis pas d'accord. La réalisatrice Léa Fazer s'en prend au cliché intergénération, situation vaudevillesque et retrouvailles sur le plateau entre Pierre Arditi et Nathalie Baye, déjà plusieurs fois couple de cinéma. Coupé. C'est un compagnon de jeu formidable parce qu'on s'amuse. Elle est comme tous les bons crus, c'est-à-dire qu'elle a extraordinairement évolué. C'était une très jolie actrice et c'est devenu une actrice absolument formidable qui maintenant avec le temps, va au bout de ce qu'elle peut donner d'elle-même, y compris quand c'est dans le ridicule, où elle est absolument géniale. Regard drôlatique d'une cinéaste trentenaire sur des baby-boomers définitivement adolescents. Ensemble, c'est trop, n'a pas volé son titre. Depuis qu'on n'est plus ensemble, toi t'es devenue plus marrante, elle est plus chiante. Moi j'ai l'impression de m'être fait avoir. Oh, c'est pas de bol. Avant de se quitter, comme promis, quelques notes de musique 25 ans après la première version de We Are the World, qui était à l'époque destinée aux victimes de la famine en Éthiopie. Bien voici sa nouvelle version, sous l'impulsion des producteurs Quincy Jones et Lionel Richie. Un disque destiné cette fois à récolter des fonds pour Haïti. On écoute un extrait de cet enregistrement. Voilà, on se quitte en musique, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Isabelle Martinet, dans quelques minutes, ne manquez pas votre série FBI portée disparue. Rendez-vous demain 13h, nos invités de 13h15, Ramayad et Roberto Alagna. Passez une très belle soirée et à demain. L'info en continu